Une personne traverse sa vie avec cette impression persistante qu'elle doit tout maîtriser. Chaque détail, chaque interaction, chaque projet doit suivre un plan précis, sans quoi elle ressent une profonde angoisse. Le moindre imprévu devient une menace, une anomalie qu'il faut corriger. Elle lutte contre l'incertitude, ajuste constamment ses plans, redouble d'efforts pour éviter toute faille. Pourtant, plus elle s'acharne à vouloir tout contrôler, plus elle se sent prisonnière de son propre esprit, et le bonheur lui échappe peu à peu. Cette obsession du contrôle n'est pas qu'un caprice, c'est une réponse instinctive à la peur du chaos. L'être humain a besoin de repères, d'ordre, d'une certaine prévisibilité. L'imprévu évoque la vulnérabilité, et la vulnérabilité est insupportable pour celui qui croit que tout dépend de sa volonté. Alors il force. Il tente de modeler la réalité à son image, de contraindre les événements, de plier les gens à ses attentes. Mais à quel prix? Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, l'avait compris mieux que personne. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait « Accepte les choses auxquelles le destin t'enchaîne et aime les personnes avec qui le destin t'a lié, mais fais-le de tout ton cœur. » Ce n'est pas un appel à la résignation, mais à une forme supérieure de sagesse, celle qui sait faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe. En voulant tout contrôler, nous créons une tension intérieure permanente, un combat invisible contre ce qui ne peut être changé. Plus nous nous accrochons à l'illusion du contrôle absolu, plus nous nous heurtons à une résistance qui nous épuise mentalement et émotionnellement. L'angoisse s'installe, l'énervement monte face aux aléas de la vie. Les relations se tendent, car personne n'aime être dirigé ou forcé. Il suffit d'observer la nature pour comprendre que la rigidité mène à la rupture. Le roseau qui plie sous le vent survit, tandis que l'arbre rigide se brise sous la tempête. Ceux qui s'adaptent, qui apprennent à moduler leurs attentes en fonction des circonstances, avancent avec plus de sérénité. Ce ne sont pas ceux qui imposent leur volonté à tout prix qui réussissent, mais ceux qui savent naviguer intelligemment dans le courant de la vie. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche désespérément à faire marcher une relation qui ne fonctionne pas. Il multiplie les efforts, les preuves d'amour, il corrige son comportement, il tente de convaincre l'autre que leur avenir ensemble est une évidence. Mais plus il force, plus l'autre se détache. Ce n'est pas l'amour qui manque, c'est la liberté. L'amour imposé devient un poids, et tout ce que l'on cherche à retenir de force finit par nous glisser entre les doigts. La même mécanique s'applique au travail. Celui qui veut contrôler chaque détail, anticiper chaque variable, éviter toute erreur possible, finit souvent submergé par une charge mentale écrasante. Il se noie dans des scénarios hypothétiques, incapable d'apprécier le processus, obnubilé par la quête d'un résultat parfait qui n'existe pas. Il se met une pression colossale, croyant que c'est cela qui garantit le succès. Mais cette quête obsessionnelle de perfection devient son propre obstacle. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. C'est accepter qu'il existe un équilibre naturel entre l'effort et la fluidité. C'est comprendre que certaines portes s'ouvrent quand on cesse d'insister. Parfois, c'est dans le relâchement que l'on trouve la réponse. Le contrôle absolu est un leurre. Même les plus grands stratèges de l'histoire ont dû composer avec l'inattendu. Alexandre le Grand, malgré son génie militaire, savait que toute victoire reposait sur un subtil mélange de préparation et d'adaptation. Il planifiait ses batailles, mais il laissait toujours une marge à l'imprévu. Il observait, ajustait et ne s'accrochait pas à une seule stratégie rigide. Dans notre quotidien, cette leçon est essentielle. Il y a des moments où il faut avancer avec détermination et d'autres où il faut accepter que certaines choses ne se passent pas comme prévu. Plus on se bat contre l'inévitable, plus on souffre. Plus on apprend à composer avec ce qui vient, plus on développe une force intérieure réelle. La paix ne vient pas de la maîtrise totale du monde extérieur. Elle vient de la capacité à faire confiance à la vie, à comprendre que certaines choses échappent à notre emprise et que c'est parfaitement normal. Si ce début de vidéo t'inspire, laisse un like et abonne-toi. Certains moments de la vie nous placent face à une évidence que nous refusons d'accepter. Un échec, une rupture, un projet qui s'effondre. Nous luttons contre la réalité, nous résistons, nous nous accrochons à ce qui n'existe plus, persuadés qu'avec un peu plus d'effort, nous pourrions inverser le cours des choses. Pourtant, plus nous nous obstinons, plus nous souffrons. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse. Ce n'est pas fuir ses responsabilités, ni renoncer au progrès. C'est comprendre que notre emprise sur le monde a des limites et que vouloir forcer les événements conduit souvent à leur effondrement.
Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple. Il y a ce qui dépend de nous, et il y a ce qui ne dépend pas de nous. Toute tentative de contrôle sur ce qui nous échappe est une source d'épuisement inutile. Prenons l'exemple d'un homme qui subit un licenciement. Son premier réflexe est de se révolter, de chercher un coupable, de repasser en boucle tout ce qu'il aurait pu faire différemment. Il s'accroche à une situation qui n'existe plus, refusant d'accepter la réalité. Pourtant, plus il rumine, plus il se condamne à l'immobilisme. Tant qu'il n'aura pas accepté ce qui est, il restera prisonnier du passé. Le lâcher-prise commence là, dans l'acceptation du réel, tel qu'il est. Non pas comme une résignation fataliste, mais comme un point de départ. Ce n'est qu'en arrêtant de se débattre contre l'inévitable que l'on peut réellement avancer. Sénèque disait « Accepte calmement ce qui t'arrive, car c'est peut-être ce dont tu as besoin. » Ce principe peut sembler difficile à entendre quand nous sommes plongés dans la douleur d'une perte ou d'un échec. Pourtant, les plus grands tournants de la vie commencent souvent par ce que nous considérions comme une tragédie. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais tant que nous restons figés sur ce que nous avons perdu, nous sommes incapables de voir ce qui s'offre à nous. Regardons l'histoire d'un artiste talentueux qui consacre des années à son œuvre, persuadé que c'est là son destin. Il cherche la reconnaissance, il s'investit corps et âme, il fait tout pour imposer sa vision. Mais le monde ne répond pas à ses attentes. Il force, il insiste, il se consume dans l'obsession du succès, jusqu'au jour où il abandonne. Pas par désespoir, mais par libération. Il crée alors sans chercher à plaire, sans attendre de retour. Et c'est précisément à ce moment-là que son art trouve un écho. Car il ne cherche plus à contraindre le monde à entrer dans son cadre, il s'aligne simplement avec ce qu'il est. Le lâcher-prise, c'est cela. Cesser d'attendre que la vie se conforme à nos exigences. Cesser d'interpréter chaque difficulté comme un affront personnel. Cesser de croire que nous devons à tout prix lutter pour obtenir ce que nous voulons, même lorsque tout nous indique que ce n'est pas le bon chemin. Mais lâcher prise ne signifie pas rester passif. Accepter une situation ne veut pas dire s'y résigner, mais agir différemment face à elle. Prenons l'image d'un navigateur. Il ne peut pas contrôler la direction du vent, mais il peut ajuster ses voiles. Celui qui comprend cela avance, tandis que celui qui maudit le vent reste bloqué. Le stoïcisme nous apprend que le détachement ne signifie pas l'indifférence. C'est la capacité à être pleinement engagé dans ce que nous faisons, sans être dépendant du résultat. Un philosophe comme Épictète rappelait que notre pouvoir réside dans nos actions et non dans leurs conséquences. Nous passons notre vie à nous inquiéter de l'avenir, à anticiper ce qui pourrait mal tourner, à imaginer 1000 scénarios catastrophes. Cette anxiété naît du refus d'accepter l'incertitude. Mais plus nous voulons tout contrôler, plus nous nous enfermons dans la peur. Regardons comment agissent les enfants. Lorsqu'un enfant tombe en apprenant à marcher, il ne se met pas à analyser son échec, à se demander s'il aurait dû poser le pied différemment ou si cela signifie qu'il ne marchera jamais. Il se relève, encore et encore, sans résistance mentale. Il ne force rien. Il progresse naturellement, sans s'accrocher à ses échecs. Nous avons oublié cette spontanéité. Nous avons appris à trop réfléchir, à trop nous attacher à ce qui aurait dû être, au lieu d'accepter ce qui est. Le lâcher-prise est une forme de retour à cette sagesse intuitive, avancer avec ce qui vient, au lieu de s'obstiner contre ce qui résiste. Il y a une libération immense dans le fait d'abandonner l'illusion du contrôle total, de se dire que tout ne dépend pas de nous, et que c'est une bonne chose, que parfois, laisser faire la vie est plus puissant que de s'y opposer, que ce que nous croyons être une perte est peut-être une redirection. Le bonheur ne vient pas de la maîtrise absolue, mais de la capacité à danser avec l'inconnu, à faire confiance au processus, à comprendre que tout a un rythme naturel et que notre rôle n'est pas de forcer, mais d'accompagner. Il y a un paradoxe que beaucoup découvrent trop tard. Plus on tente de tout maîtriser, plus on s'épuise et moins on obtient de résultats. À l'inverse, ceux qui apprennent à relâcher la pression et à laisser les choses évoluer naturellement semblent progresser avec une aisance déconcertante. Cela va à l'encontre de tout ce que nous avons appris. On nous a répété qu'il fallait travailler dur, lutter, persévérer coûte que coûte, ne jamais lâcher prise. Pourtant, les plus grandes réussites ne sont souvent pas le fruit d'un effort acharné, mais d'un équilibre subtil entre action et lâcher prise. Prenons l'exemple d'un musicien. Lorsqu'un pianiste débutant joue un morceau difficile, il se crispe, se tend,
cherche à contrôler chaque mouvement avec une concentration extrême. Le résultat? Une exécution rigide, mécanique, souvent ponctuée d'erreurs. En revanche, lorsqu'il apprend à se détendre, à faire confiance à son entraînement et à entrer dans le flux de la musique, son jeu devient fluide, naturel, inspiré. C'est là que la maîtrise réelle apparaît, non pas dans la volonté d'imposer un contrôle absolu, mais dans la capacité à agir sans résistance inutile. C'est ce que les stoïciens avaient compris il y a plus de 2000 ans. Épictète disait « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme ils arrivent, et tu mèneras une vie paisible. » Derrière cette phrase se cache une sagesse puissante. Lutter contre le cours naturel des choses ne nous rend pas plus forts, mais plus vulnérables. L'un des meilleurs exemples du paradoxe du contrôle vient des arts martiaux. Un combattant qui se tend, qui cherche à anticiper chaque coup, à bloquer chaque attaque, finit par s'épuiser rapidement. À l'inverse, un maître expérimenté ne cherche pas à contrôler l'adversaire de force. Il observe, il s'adapte, il utilise l'énergie de l'autre à son avantage. Il ne force pas, il accompagne le mouvement. Ce principe est au cœur du judo, du tai chi et même de la philosophie stoïcienne. L'idée que la force réelle ne vient pas de l'opposition, mais de l'harmonie avec le flux des événements. On retrouve ce principe dans le monde du travail. Regardez ceux qui cherchent désespérément à réussir, qui multiplient les efforts sans relâche, qui planifient chaque détail avec une obsession presque maladive. Ils sont souvent ceux qui finissent frustrés, épuisés, submergés par l'impression de ne jamais en faire assez. À l'inverse, d'autres semblent avancer avec une facilité déconcertante. Ils ne forcent pas. Ils prennent des décisions en confiance, adaptent leur approche en fonction des opportunités et ne s'accrochent pas à une idée fixe. Leur secret? Ils ont compris que l'obsession du contrôle est un frein à la réussite. Steve Jobs, l'un des plus grands innovateurs de notre époque, a souvent parlé de ce concept. Il disait « Vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avenir, vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. » En d'autres termes, vouloir tout planifier, tout maîtriser, tout prédire est une illusion. Ce qui compte, c'est d'agir, d'observer, d'ajuster, et surtout d'avoir confiance que les choses s'imbriqueront d'elles-mêmes avec le temps. Prenons un autre exemple, celui d'une personne qui cherche désespérément à séduire quelqu'un. Elle envoie des messages, multiplie les attentions, essaie de se montrer sous son meilleur jour, force la connexion. Mais plus elle insiste, plus l'autre s'éloigne. Il y a une loi implicite dans les relations humaines. Ce que l'on poursuit avec trop d'intensité tend à nous échapper. En revanche, lorsqu'on est détendu, authentique, que l'on ne cherche pas à tout contrôler, les choses se font naturellement. Ce qui attire, ce n'est pas la volonté de séduire, mais l'absence de pression. Ce principe s'applique à tout, aux relations, au travail, aux objectifs de vie. Trop d'efforts mal dirigés peut devenir un obstacle. Il ne s'agit pas de prôner la passivité, mais de comprendre qu'il existe une manière plus intelligente d'agir. Regardez les meilleurs athlètes. Un coureur qui force trop sa respiration, qui se crispe sur chaque foulée, qui cherche à imposer un rythme rigide, finira épuisé bien avant la ligne d'arrivée. À l'inverse, celui qui court en trouvant un équilibre entre effort et relâchement, qui sait quand accélérer et quand économiser son énergie, ira plus loin avec moins d'efforts. C'est exactement la même chose dans la vie. Plus on cherche à contrôler chaque détail, plus on finit par créer une tension intérieure qui nous empêche d'avancer librement. Plus on apprend à faire confiance au processus, plus on se donne la possibilité de réussir avec aisance. Dans l'histoire, beaucoup de grandes découvertes ont été faites non pas par un effort intense et constant, mais par un lâcher-prise au bon moment. Einstein ne trouvait pas les réponses à ses équations lorsqu'il était plongé dans un travail acharné, mais souvent lorsqu'il s'éloignait de son bureau, lorsqu'il laissait son esprit vagabonder. Archimède a eu son célèbre moment Eureka, non pas en travaillant sur ses calculs, mais en prenant un bain. La nature elle-même suit ce principe. L'eau contourne les obstacles plutôt que de les affronter directement. Une graine ne pousse pas en forçant, mais en trouvant son chemin naturellement vers la lumière. Finalement, tout revient à une question simple. Voulons-nous avancer en luttant contre le courant, ou voulons-nous apprendre à naviguer avec lui? Moins nous essayons de tout contrôler, plus nous nous donnons la liberté d'évoluer, de nous adapter, d'accueillir les opportunités inattendues. Réussir ne signifie pas s'acharner contre les résistances du monde. Cela signifie comprendre que la vraie force réside dans la flexibilité, dans l'intelligence d'action, dans la capacité à faire confiance au processus. Il y a des moments où nous avons l'impression que tout nous échappe, que malgré nos efforts,
Nos plans ne se déroulent jamais comme prévu. L'instinct nous pousse alors à forcer, à lutter contre le courant, à nous accrocher désespérément à ce que nous pensions être la meilleure direction pour nous. Pourtant, plus nous résistons, plus nous nous épuisons. Et c'est souvent lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on accepte de suivre le cours naturel des choses, que la vie nous mène exactement là où nous devrions être. Ce principe, celui de l'adaptation fluide aux circonstances, est au cœur du stoïcisme. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'idée ici n'est pas de renoncer à nos objectifs, mais de comprendre que la rigidité est notre pire ennemi. Ce n'est pas en forçant que l'on obtient, mais en avançant avec intelligence et souplesse. Regardons des exemples concrets. Il y a l'histoire de cet entrepreneur qui, convaincu que son idée allait révolutionner le marché, a investi tout son temps et son énergie dans son projet. Il refusait d'écouter les signaux, les retours du marché, les indices que quelque chose devait être ajusté. Il croyait qu'avec assez de travail, assez de persévérance, il pouvait imposer sa vision. Il a tenu bon, il a lutté, et il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais pris le temps de voir où le vent le portait, d'adapter son approche aux opportunités réelles qui s'ouvraient à lui. À l'inverse, un autre entrepreneur, dans une situation similaire, a su écouter. Il a compris que son idée de départ n'était pas parfaite, mais qu'elle pouvait évoluer. Il a suivi les réactions du marché, il a modifié son produit, il a changé de stratégie. Au lieu de résister, il s'est adapté. Et c'est cette souplesse qui lui a permis de réussir là où d'autres échouaient. L'histoire est remplie de figures qui ont compris cet art du lâcher-prise actif. Prenons Bruce Lee, qui appliquait ce principe autant dans sa philosophie que dans son art martial. Il disait « Sois comme l'eau, mon ami. L'eau s'adapte à toutes les formes. Elle s'écoule doucement, mais peut aussi briser la pierre. » Il avait compris que le combat n'est pas gagné par celui qui frappe le plus fort, mais par celui qui sait s'adapter, anticiper, utiliser la force de l'adversaire à son avantage. Dans nos vies personnelles, ce principe est tout aussi vrai. Qui n'a jamais vécu une situation où il s'acharnait sur une voie qui ne menait nulle part, alors que la solution était juste à côté, mais invisible parce que nous étions trop focalisés sur notre plan initial? Prenons le cas de quelqu'un qui veut absolument réussir dans un domaine particulier. Il a décidé, il s'est convaincu que c'était là son destin. Il suit son plan, il force les choses, il s'impose un rythme intenable. Et pourtant, rien ne fonctionne. Il accumule les frustrations, les échecs, il se sent enfermé. Mais le jour où il accepte de lever les yeux, de se demander si une autre voie ne s'offre pas à lui, il découvre qu'il existe une alternative qu'il n'avait jamais envisagée. Une voie où son talent s'exprime pleinement, où il avance sans effort, où les opportunités viennent à lui sans qu'il ait à les arracher. Il y a une grande différence entre ceux qui réussissent en forçant et ceux qui réussissent en suivant le flux naturel des choses. Les premiers sont souvent en lutte permanente, fatigués, stressés. Les seconds avancent avec légèreté, avec une clarté d'esprit qui leur permet de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. Un autre exemple frappant est celui des relations humaines. Trop souvent, nous nous accrochons à des liens qui ne nous servent plus, par peur de l'inconnu, par peur de perdre. Nous nous entêtons à vouloir sauver des relations déséquilibrées, à changer les autres, à forcer les connexions. Mais dans ces moments-là, posons-nous une question. Cette relation nous élève-t-elle ou nous retient-elle? Parfois, lâcher prise est le plus grand acte d'amour que nous puissions poser. Les grandes rencontres de la vie ne se produisent pas dans la précipitation ou dans la contrainte. Elles surviennent souvent au moment où nous nous y attendons le moins, lorsque nous sommes pleinement alignés avec nous-mêmes, sans chercher à contrôler chaque détail. La nature nous donne un exemple parfait de ce principe. Regardez une rivière. Elle ne force rien, et pourtant, elle trouve toujours son chemin. Lorsqu'un obstacle se dresse devant elle, elle ne s'arrête pas pour se plaindre ou essayer de le déplacer de force. Elle contourne, elle s'adapte, elle avance. C'est cette intelligence naturelle que nous devons retrouver. Mais comment appliquer ce principe dans notre propre vie? D'abord, en cultivant l'écoute. Trop souvent, nous avançons en mode automatique, persuadés que notre plan initial est le bon, sans jamais nous demander si d'autres options s'offrent à nous. Pourtant, si nous faisons l'effort d'écouter les signes, d'observer comment la vie nous répond, nous découvrons souvent que la meilleure voie est celle que nous n'avions pas envisagée. Ensuite, en osant l'adaptabilité. Ce n'est pas un échec de changer de direction, ce n'est pas un échec de reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas
et qu'il est temps d'essayer autre chose. La vraie force n'est pas dans l'acharnement, mais dans la capacité à ajuster son cap en fonction des vents favorables. Enfin, en développant une confiance profonde en la vie. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas attendre passivement que tout se règle sans effort. C'est comprendre que nous avons un rôle à jouer, mais que ce rôle n'est pas de tout contrôler, mais d'apprendre à danser avec les circonstances. Le secret du succès n'est pas dans la rigidité, mais dans la souplesse. Ce n'est pas dans l'obsession du contrôle, mais dans la capacité à embrasser l'incertitude. Ceux qui avancent avec cette sagesse trouvent souvent plus qu'ils n'auraient jamais espéré, non pas parce qu'ils ont lutté contre le courant, mais parce qu'ils ont su l'utiliser à leur avantage. Finalement, suivre le flux de la vie, ce n'est pas renoncer à ses rêves. C'est comprendre que la meilleure façon de les réaliser n'est pas toujours celle que nous avions imaginée. C'est accepter que la vie a parfois de meilleurs plans pour nous que ceux que nous avions conçus. Et c'est dans cette ouverture, dans cette confiance, que se trouvent les plus grandes réussites. Chaque jour, nous faisons face à des décisions qui nécessitent un arbitrage entre deux forces opposées, l'action et l'acceptation. Quand devons-nous persévérer et agir, et quand devons-nous lâcher prise et laisser faire? Trouver cet équilibre est l'une des plus grandes sagesses de la vie. Trop d'action, et nous risquons l'épuisement, la frustration d'essayer de tout contrôler. Trop d'acceptation, et nous tombons dans l'inaction, le fatalisme. Les stoïciens avaient une réponse à ce dilemme. Ils enseignaient que la sérénité vient de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, écrivait « Que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Ces mots résonnent comme un guide intemporel. Si nous nous accrochons à des éléments qui nous échappent, nous nous condamnons à la souffrance. Mais si nous ignorons notre capacité à influencer le monde, nous tombons dans la passivité. Prenons l'exemple d'un athlète qui se prépare pour une compétition. Il a un contrôle total sur son entraînement, sur son effort, sur sa discipline. Il peut travailler son endurance, sa force, sa technique. Mais il n'a aucun contrôle sur la météo du jour J, sur la performance de ses adversaires ou sur une éventuelle blessure imprévue. S'il se focalise sur ces éléments hors de sa portée, il gaspille son énergie et se remplit d'anxiété. En revanche, s'il accepte ces incertitudes et concentre son attention uniquement sur ce qui dépend de lui, il entre dans un état de performance optimale. C'est la première clé stoïcienne, diriger son énergie là où elle est réellement utile. Dans nos vies personnelles et professionnelles, nous avons tendance à nous préoccuper de ce que les autres pensent de nous, des circonstances extérieures qui nous freinent, des injustices que nous percevons. Pourtant, toutes ces préoccupations nous éloignent de notre pouvoir réel. La seule chose que nous maîtrisons pleinement, c'est notre réaction aux événements. Un autre grand enseignement du stoïcisme est que l'acceptation n'est pas un abandon, mais une lucidité. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle ne signifie pas que nous devons rester inactifs, mais plutôt que nous devons réajuster notre action. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui voit son projet échouer après des mois d'efforts. Il a deux choix: s'effondrer sous le poids de la déception, se focaliser sur les obstacles et blâmer les circonstances extérieures, ou bien prendre du recul, analyser ce qu'il peut améliorer, apprendre de l'échec et redéfinir son approche. L'acceptation, dans ce cas, n'est pas une capitulation, c'est un réajustement stratégique. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Autrement dit, notre souffrance ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de la façon dont nous les interprétons. Un exemple frappant est celui d'un individu qui perd son emploi. Il pourrait voir cela comme une catastrophe, un échec personnel. Mais il pourrait aussi y voir une opportunité, celle de se réinventer, d'explorer un nouveau chemin, de retrouver une passion oubliée. Tout dépend du regard que l'on porte sur la situation. La troisième clé stoïcienne est donc de cultiver une perspective intérieure solide, détachée des circonstances extérieures. Regardons maintenant un exemple issu du monde des arts martiaux. Un combattant expérimenté sait que l'erreur d'un débutant est de se crisper et de vouloir tout contrôler dans un combat. Mais plus il devient rigide, plus il devient prévisible et vulnérable. Le maître, lui, reste détendu, fluide, à l'écoute des mouvements de son adversaire. Il agit quand il le faut, mais il ne force jamais. Il attend le bon moment. Il sait que la force brute n'est rien sans la précision et la souplesse. C'est une métaphore puissante pour nos propres vies. Lorsque nous sommes trop attachés à un résultat,
nous devenons rigides, anxieux, incapables de voir les opportunités. Mais lorsque nous trouvons cet équilibre entre action et acceptation, nous devenons comme un arbre bien enraciné. Nous résistons aux tempêtes sans nous briser. Un dernier principe stoïcien fondamental est la pratique du détachement émotionnel. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais apprendre à ne pas laisser nos émotions dicter nos décisions. Regardons un exemple dans le monde du sport. Un joueur de tennis peut perdre son sang-froid après une erreur, laisser la frustration envahir son esprit et ainsi enchaîner les fautes. Ou bien, il peut accepter son erreur, rester concentré sur l'instant présent et revenir plus fort sur le point suivant. Le stoïcisme nous apprend que nos émotions sont des indicateurs, mais qu'elles ne doivent pas devenir des tyrans. Nous pouvons les observer, les reconnaître, mais nous ne devons pas leur donner le pouvoir de nous contrôler. Pour appliquer ce principe dans notre quotidien, il suffit d'expérimenter un exercice simple. Chaque fois que nous nous sentons frustrés ou dépassés par une situation, nous pouvons nous poser une question fondamentale. Est-ce que ceci dépend de moi? Si la réponse est non, alors pourquoi perdre notre énergie à lutter contre l'inévitable? Si la réponse est oui, alors concentrons-nous uniquement sur ce qui est en notre pouvoir. Prenons un dernier exemple, celui d'un écrivain qui passe des années à peaufiner un livre. Il peut contrôler son talent, sa discipline, la qualité de son écriture, mais il ne peut pas contrôler le succès du livre, la réception du public, la critique des médias. Un écrivain stoïcien ne se focaliserait que sur son travail, sur l'amour qu'il met dans son art, sans se laisser troubler par les résultats extérieurs. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. La satisfaction ne doit pas venir des résultats, mais du processus lui-même. Ceux qui comprennent cela sont les plus libres. L'équilibre entre action et acceptation n'est pas un état figé, c'est un exercice permanent. Certains jours, nous devons agir avec intensité. D'autres jours, nous devons laisser faire. La clé est de savoir quand forcer et quand lâcher prise, quand pousser et quand reculer. La vie est un flux, un courant que nous ne pouvons pas toujours diriger. Mais nous avons toujours le choix de nager intelligemment, au lieu de nous épuiser à lutter contre les vagues. Il y a un phénomène fascinant que l'on observe chez les personnes qui semblent avancer dans la vie avec aisance. Elles ne nagent pas à contre-courant, elles suivent un rythme qui leur est propre. Elles ne se battent pas contre le monde, elles s'alignent avec ce qui fait sens pour elles. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette fluidité n'est pas un hasard. Elle résulte d'un équilibre subtil entre notre nature profonde, nos actions et les opportunités qui se présentent à nous. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure ne vient pas d'un contrôle absolu, mais d'une cohérence entre nos intentions et nos actions. Si nous ressentons une tension constante dans notre travail, nos relations ou nos projets, ce n'est pas nécessairement parce que nous devons forcer plus fort, mais peut-être parce que nous ne sommes pas en phase avec ce qui nous convient réellement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'accroche à un chemin qui ne lui correspond pas. Un étudiant choisit un métier sous la pression familiale, mais chaque jour, il sent qu'il va à l'encontre de sa propre nature. Un salarié grimpe les échelons, mais il ressent un vide grandissant à mesure qu'il avance. Un artiste cherche à plaire au marché plutôt que de suivre son inspiration, et il finit par perdre tout plaisir dans sa création. Ces personnes ne manquent pas d'efforts ni de discipline. Ce qui leur manque, c'est l'alignement avec ce qui résonne profondément en elles. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Mais on pourrait aussi dire que la fluidité de ta vie dépend de la justesse de tes choix. Regardons un instant les enfants. Ils ne se forcent pas à jouer, ils ne calculent pas leur plaisir. Ils explorent naturellement ce qui les attire. Lorsqu'une activité les ennuie, ils passent à autre chose, sans se poser 1000 questions. Pourtant, en grandissant, nous perdons ce contact instinctif avec ce qui nous convient. Nous nous enfermons dans des obligations, dans des chemins tracés par d'autres, et nous nous convainquons que si nous forçons encore un peu plus, tout finira par s'arranger. Mais la vraie question est, et si nous étions en train de pousser dans la mauvaise direction? Sénèque écrivait « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui sera favorable. » Trouver son alignement, ce n'est pas attendre que tout soit parfait pour avancer. C'est apprendre à écouter les signaux internes et externes qui nous indiquent si nous sommes sur la bonne route. Regardons le parcours de certaines personnes qui ont accompli de grandes choses. Beaucoup d'entre elles ont d'abord suivi un chemin conventionnel, avant de réaliser qu'elles étaient en train d'aller contre leur propre nature. Steve Jobs a abandonné l'université pour suivre des cours de calligraphie par pure curiosité, sans savoir que cela influencerait plus tard la typographie des premiers ordinateurs Apple. Jim Carrey,
avant d'être l'acteur mondialement connu qu'il est devenu, s'était imaginé une carrière plus raisonnable. Mais il a décidé un jour d'écouter son intuition et de s'investir pleinement dans ce qui lui procurait de la joie. Ce qui différencie ces personnes, ce n'est pas simplement leur talent ou leur ambition, mais leur capacité à suivre leur propre élan naturel. Nous avons été conditionnés à croire que le succès réside uniquement dans la force et l'acharnement. Pourtant, combien de personnes brillantes se sont-elles brûlées à vouloir tout contrôler? Combien se sont perdues dans des luttes inutiles alors qu'elles auraient pu simplement prendre un moment pour écouter ce qui les appelait vraiment? Le philosophe Alan Watts comparait souvent la vie à un cours d'eau. Il expliquait que lorsqu'on nage avec le courant, tout devient plus simple. Non pas parce qu'on ne fait rien, mais parce qu'on utilise l'énergie du flux au lieu de s'y opposer. Comment appliquer cela dans notre quotidien? D'abord, en prêtant attention à nos résistances internes. Lorsqu'une tâche nous pèse excessivement, lorsqu'un projet devient une source d'angoisse permanente, il est essentiel de se demander si nous sommes en train de forcer quelque chose qui ne nous correspond pas. L'effort est parfois nécessaire, mais un effort constant et douloureux est souvent le signe que nous devons ajuster notre trajectoire. Ensuite, en observant les moments de fluidité. Quand ressentons-nous cet état où tout semble plus naturel? Quand avons-nous le sentiment d'être totalement absorbés par ce que nous faisons, sans voir le temps passer? Ces moments sont des indicateurs précieux. Ils montrent où se trouvent nos forces réelles, où nous pouvons avancer sans avoir à lutter en permanence. Un autre aspect essentiel est l'acceptation de l'incertitude. Beaucoup refusent d'explorer de nouvelles voies parce qu'elles sont floues, parce qu'elles ne garantissent pas un résultat immédiat. Pourtant, c'est souvent en acceptant cette part d'inconnu que l'on découvre ce qui nous correspond vraiment. Regardons l'histoire d'un homme qui quitte un emploi sécurisé pour se lancer dans l'écriture. Ses proches lui disent qu'il fait une erreur, qu'il prend un risque insensé. Mais lui sent, au fond de lui, qu'il doit essayer. Pendant un temps, tout semble incertain, mais peu à peu, il trouve son style, il développe son réseau, et finalement, il vit de sa passion. À aucun moment il n'a eu la certitude du succès. Mais il a suivi ce qui faisait sens pour lui, et il a construit son chemin en avançant. Nous avons été formés à croire qu'il faut une feuille de route parfaite avant d'agir, mais dans la réalité, c'est souvent en marchant que l'on découvre le chemin. L'équilibre entre action et acceptation ne consiste pas seulement à savoir quand forcer et quand lâcher prise. Il s'agit surtout de comprendre où diriger notre énergie pour qu'elle porte ses fruits sans résistance inutile. Si une porte ne s'ouvre pas malgré des efforts répétés, peut-être n'est-ce pas la bonne. Si nous devons nous forcer chaque jour pour avancer, peut-être avons-nous besoin de redéfinir notre trajectoire. Les stoïciens ne prônaient pas l'inaction, mais l'action juste, celle qui découle d'une clarté intérieure et non d'une lutte permanente. Finalement, la question n'est pas « comment puis-je forcer ma réussite ?», mais plutôt « comment puis-je aligner mes actions avec ce qui a du sens pour moi ?» Lorsque nous trouvons cette réponse, nous découvrons que la réussite n'est plus une montagne à gravir avec douleur, mais une rivière qui nous porte naturellement vers ce qui nous correspond. Car après tout, ce n'est pas la force brute qui nous mène au sommet, mais l'intelligence de notre propre mouvement. Il y a un mythe profondément ancré dans notre société, celui de la lutte nécessaire, du combat acharné pour réussir. On nous répète que tout ce qui vaut la peine d'être obtenu demande de la souffrance, que sans effort titanesque, il n'y a pas de récompense. Et pourtant, certains semblent avancer dans la vie avec une aisance déconcertante. Ils obtiennent ce qu'ils veulent sans se heurter à d'innombrables obstacles, sans s'épuiser à forcer le destin. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une vérité essentielle. La réussite vient de l'alignement avec le flux naturel des choses, et non de la résistance permanente. Ce principe est au cœur du stoïcisme. Sénèque écrivait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. » Autrement dit, la qualité de notre existence ne dépend pas de notre acharnement à contrôler chaque élément, mais de notre capacité à jouer notre rôle avec justesse, en accord avec les circonstances. Prenons l'exemple d'un homme qui rêve de bâtir une entreprise prospère. Il croit que la seule manière d'y parvenir est de travailler jour et nuit, d'éliminer tout loisir, de sacrifier ses relations. Il force chaque opportunité, il s'acharne à convaincre des clients qui ne sont pas intéressés, il dépense son énergie sur des stratégies inefficaces. Plus il insiste, plus il se heurte à des murs. À l'inverse, un autre entrepreneur, tout aussi ambitieux, agit différemment. Il observe, il écoute, il ajuste son approche en fonction des retours qu'il reçoit. Il ne pousse pas là où ça bloque,
Il suit les chemins qui s'ouvrent naturellement. Ce dernier avance plus vite, avec moins d'efforts, simplement parce qu'il ne gaspille pas son énergie à combattre l'inévitable. Cela ne signifie pas qu'il ne fait rien, mais qu'il choisit l'action juste, celle qui découle naturellement des circonstances, plutôt que de s'obstiner dans des directions fermées. L'un des plus beaux exemples de cette philosophie vient du monde du sport. Regardons Roger Federer sur un court de tennis. Il joue avec une fluidité incroyable, comme s'il ne forçait rien. Chaque coup semble venir sans effort, chaque mouvement est naturel. Ce n'est pas qu'il ne travaille pas, il a des années d'entraînement derrière lui, mais il a appris à ne pas résister inutilement, à ne pas gaspiller d'énergie dans des gestes superflus. Il incarne parfaitement cette idée. Le relâchement est un amplificateur de puissance. Dans nos vies personnelles, ce concept est tout aussi puissant. Trop souvent, nous nous accrochons à des choses qui ne nous conviennent plus, des relations épuisantes, des emplois qui nous consument, des objectifs qui ne résonnent plus avec ce que nous sommes devenus. Nous avons peur de lâcher, alors nous forçons. Nous restons dans des situations qui ne nous nourrissent pas, simplement parce que nous avons peur du vide. Mais si nous prenions un instant pour nous demander « Et si la résistance était le signe que je ne suis pas au bon endroit ?» Prenons un exemple simple. Une personne veut désespérément être reconnue dans son domaine. Elle multiplie les efforts, elle court après les opportunités, elle s'épuise à chercher la validation des autres. Mais rien ne semble fonctionner. Puis un jour, elle décide d'arrêter de vouloir plaire à tout prix. Elle commence à créer selon ses propres règles, à se concentrer sur ce qui l'anime profondément. Et, contre toute attente, c'est à ce moment-là que la reconnaissance arrive. Non pas parce qu'elle a cessé d'agir, mais parce qu'elle a cessé d'aller contre elle-même. Il y a une immense différence entre agir avec force et agir avec fluidité. Un maître en arts martiaux l'explique à ses élèves en leur demandant de frapper un mur. Le premier élève, rempli de rage, frappe de toutes ses forces. Son poing saigne, le mur ne bouge pas. Le deuxième élève observe, réfléchit et trouve un point faible dans la structure du mur. Il applique une pression minimale à cet endroit précis et le mur cède. C'est exactement cela. La vie n'est pas un mur qu'il faut frapper sans relâche. C'est un labyrinthe dont il faut apprendre à lire les chemins. Les stoïciens enseignaient une autre leçon essentielle. L'univers suit son propre ordre, et c'est à nous de nous y ajuster. Marc Aurèle le résumait ainsi, « Tout ce qui arrive, arrive comme il le devait. Accepte-le et avance. » Il ne s'agit pas de fatalisme, mais d'un réalisme éclairé. Lutter contre les événements ne change pas leur nature, mais s'y adapter nous donne un pouvoir immense. Regardons l'histoire de certaines des plus grandes découvertes scientifiques. Beaucoup d'entre elles ne sont pas le résultat d'un effort acharné, mais d'un lâcher-prise. Newton a découvert la gravité, non pas en cherchant frénétiquement, mais en observant un phénomène naturel. Archimède a fait l'une de ses plus grandes découvertes alors qu'il prenait un bain. Quand on arrête de se crisper sur le problème, les solutions viennent souvent d'elles-mêmes. Dans le monde moderne, nous avons intégré une idée toxique, celle que plus nous travaillons, plus nous serons heureux et accomplis. Mais en réalité, ce qui nous épuise n'est pas le travail, c'est la résistance intérieure. Un artiste qui crée avec passion peut travailler des heures sans se sentir fatigué, tandis qu'une personne qui déteste son emploi ressentira un épuisement permanent, même avec un emploi du temps plus léger. La clé n'est donc pas dans la quantité d'efforts, mais dans l'alignement entre nos actions et notre nature profonde. Nous devons nous poser une question simple. Est-ce que ce que je fais coule de source ou est-ce une lutte permanente? Il y a des moments où l'effort est nécessaire, où il faut se battre pour ses rêves. Mais il y a aussi des moments où la meilleure chose à faire est d'arrêter de pousser, d'observer, d'écouter les signaux de la vie. Le succès n'est pas le fruit de la contrainte, mais de la compréhension. Celui qui apprend à reconnaître où se trouve l'ouverture, où se trouve le chemin qui demande le moins de résistance, avance plus vite et plus sereinement que celui qui s'obstine à vouloir tout plier à sa volonté. Finalement, la leçon ultime est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de forcer pour réussir. Vous avez besoin d'écouter, d'observer, de comprendre où la vie veut vous emmener. Vous avez besoin d'apprendre à avancer avec elle, au lieu de lutter contre elle. Car, au bout du compte, ce n'est pas en combattant la mer que l'on devient un bon marin. C'est en apprenant à naviguer.